la faculté de droit de Limoges, où je vais rencontrer monsieur Jean-Pierre Marguenot, qui est juriste, professeur de droit privé, spécialiste du droit animalier, créateur du Code de l'animal, entre autres, et madame Séverine Nadeau, qui est doyenne de la faculté de droit. Je vais les rencontrer tous les deux pour parler de la Déclaration européenne des droits de l'animal. Merci monsieur Marguenot d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Déclaration européenne des droits des animaux qui vient d'être présentée il y a quelques semaines, en février 2025. Donc moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus là-dessus et savoir déjà ce que cette déclaration va amener de concret pour les animaux, quels qu'ils soient, les animaux domestiques, les animaux d'élevage, dits de rente, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Je vais m'y efforcer. Ce que ça peut apporter de concret et d'effectif du jour au lendemain, autant le dire franchement, rien. Mais le principe qui sous-tend cette démarche et cette déclaration, c'est le principe d'effectivité. C'est de faire en sorte que demain, après-demain, occasion par occasion, les législateurs, les tribunaux puissent infléchir les réponses à un certain nombre de questions d'intérêt animalier dans un sens plus favorable aux animaux et à ceux qui les aiment et à ceux qui les protègent. Donc ça n'a pas vocation à devenir une loi, une convention internationale, ça n'a aucune force juridique, mais c'est un instrument conçu comme un levier qui permettrait de faire avancer les choses suivant des modalités et des principes que je pourrais explorer davantage si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Donc, si je comprends bien, c'est un outil de référence, quelque part. C'est ce que l'on souhaite qu'il deviendra le plus rapidement possible. L'idée, c'est que ça constitue un socle le plus solide et le plus large possible dans la plupart des pays européens pour servir de levier, de point d'appui aux décideurs, juges ou législateurs sur les questions animalières. D'accord. Donc, quel a été le moteur de cette déclaration ? Pourquoi vous avez fait ça ? Oh, il y a sûrement plusieurs facteurs qui sont conjugués à un moment donné, mais celui qui a fait basculer peut-être les choses et qui m'a déterminé à convaincre 8 collègues de s'engager dans cette démarche, c'est d'avoir été invité et d'avoir participé à un colloque qui avait été organisé à l'Académie française, sous la coupole, comme on dit, le 22 octobre 2019, je me souviens bien. Et c'était un colloque sur la déclaration des droits de l'animal, ou déjà, sur la protection juridique des animaux. Et à ce colloque participaient 2 éminentes personnalités connues pour leur engagement pour la défense des droits de l'homme. Il y avait là Robert Badinter et il y avait là Jean-Paul Costa, qui a été président de la Cour européenne des droits de l'homme pendant presque 5 ans et qui a été juge à la Cour européenne des droits de l'homme pendant une douzaine d'années. Et l'un et l'autre, et particulièrement Jean-Paul Costa, que j'avais davantage connu de par mon engagement du côté du droit de la Convention européenne des droits de l'homme, était convaincu de la complémentarité entre la protection des droits de l'homme et la protection des droits des animaux. Donc de là est venue l'idée d'essayer de mettre en place un instrument intermédiaire entre les déclarations universelles qui existent en matière de droits de l'homme comme en matière de droits de l'animal, un instrument intermédiaire pour aller le plus vite possible et sans attendre des grands bouleversements législatifs ou autres vers des solutions plus concrètes et plus effectives en faveur des animaux et de ceux qui les protègent. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce mariage des droits de l'homme et des droits de la Convention européenne des droits de l'homme, partant de la compétence de la plupart d'entre nous, dont Séverine Nadeau qui n'est pas très loin d'ici, à la fois en droit animalier et en droit de la Convention européenne des droits de l'homme.
D'accord, donc c'est une déclaration qui comporte 14 articles, C'est ça. dont le premier qui en fait pose les choses, on va dire, puisque l'article 1 dit que nul animal ne peut être soumis ou exposé à un acte de cruauté. Donc déjà là, on est quand même sur quelque chose de fort, quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe à tous les niveaux. Mhm. Vous avez, qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Qu'est-ce que effectivement vous avez envie de mettre en place avec ça? On a tenu à mettre ça au départ en première ligne parce que c'est un instrument d'abord et peut-être avant tout de lutte contre la souffrance des animaux. J'ai été très marqué au début de mes activités de doctorant par un texte majeur d'un auteur qui n'est pas tout à fait tombé dans l'oubli, mais qui n'est pas connu autant qu'il le mériterait, qui s'appelait René Demogue, et qui avait écrit un article en 1909 qui s'intitule La notion de sujet de droit, où il disait notamment que le droit peut être une chose infiniment belle, c'est un immense syndicat de lutte contre la souffrance de tous les êtres à qui il peut être fait du mal, beaucoup de mal. Eh bien, c'est ça notre objectif principal, majeur, de lutter le plus efficacement possible, le plus rapidement possible contre la souffrance inutile infligée aux animaux, comme il faut s'efforcer de lutter contre les souffrances inutiles infligées aux êtres humains. Et puis, y a-t-il des souffrances utiles? Je n'en suis même pas persuadé. Et puis souvent l'un va avec l'autre, hein. Et bien voilà, l'un va avec l'autre. Et c'est un peu cette idée Tout à fait. de créer un espèce de cercle vertueux. Il y a toujours l'argument et que votre énergie à protéger les animaux alors qu'il reste tant à faire pour les droits de l'homme. C'est à quoi il est assez facile de répondre. Et vous, en matière de droits de l'homme, qu'avez-vous fait de si remarquable que vous puissiez vous autoriser à me poser la question? Et puis, il est inscrit d'une part que plus on protégera les animaux, moins on protégera les êtres humains. Peut-être même au contraire, on pourrait Oui. imaginer que tiens, on a mieux protégé les animaux, raison de plus pour mieux protéger les êtres humains. Complètement, je pense que c'est des arguments complètement dépassés et Bah, désuets complètement. aujourd'hui, hein. Mais qu'on entend encore, hélas. Ah ben, et comment dans ce domaine, les clichés, les lieux communs, les Oui, poncifs, ça vole on ramasse à la en pelle. escouade. Alors, quand ils tombent, on les ramasse à la pelle. Mm. Et justement, j'aimerais vous entendre aussi sur le statut juridique de l'animal aujourd'hui. Qu'en est-il? Parce que c'est quand même assez flou cette histoire. Mais oui, c'est flou et je crois que c'est un peu volontaire Mm. puisque la situation a radicalement changé en 2015 avec la loi du 16 février qui a modifié le statut de l'animal dans le code civil pour simplifier avec notamment l'article 515-14 et la modification de quelques autres articles du code civil. Les animaux, je crois qu'on peut l'affirmer sans risquer d'être démenti par qui que ce soit, ont été extraits de la catégorie des biens. Pour autant, ils ne sont pas devenus des personnes. Ils ne sont plus ils sont plus des biens, ils sont encore soumis au régime des biens, mais par défaut. Et vous parlez d'une fiction juridique, mais ils ne sont plus des biens. Pourtant, ils ne sont pas encore des personnes et ils sont là. On ne sait pas de quel côté ils vont tomber. J'ai dû dire ou écrire quelque part qu'ils étaient en situation de lévitation juridique. Ça peut peut-être durer longtemps. Ça finira peut-être par retomber d'un côté ou de l'autre. En tout cas, si ça a tombé du côté retour à la catégorie des biens, tous les animaux ils seraient précipités en même temps. Et du Et côté si de c'était l'évolution vers les l'inverse? personnes, Ouais. ça ne sera pas pour tous et ça ne sera pas pour tous en même temps et peut-être même que pour certains ça ne le sera jamais. Partant de l'idée que l'idée que tout le monde ne partage pas, mais à laquelle je tiens, l'idée sur laquelle on ne protège pas forcément de la même manière la puce et le chien. Oui, c'est ça. Et vous pensez peut-être à des animaux dits de rente ou des animaux considérés comme ça, pour qui avoir cette personnalité serait compliqué ou Oh, impliquerait en tout cas des choses.
à grande échelle, hein. Alors il pourrait y avoir un effet boule de neige, et si on a donné la personnalité juridique à tel animal, et pourquoi pas la donner à tel autre, et ainsi de suite. Mais techniquement, ça ne serait pas tellement compliqué, parce que la personnalité juridique envisagée comme un outil technique, une personnalité juridique qui n'a rien à voir avec celle dont nous bénéficions, Ouais. vous et moi, c'est quand même quelque chose qui est assez connu du côté de ces autres personnes techniques que sont les personnes morales, où on sait très bien comment ça peut être dosé, comment ça peut être aménagé, comment ça peut être différencié d'un animal ou d'une espèce d'animaux à l'autre. Mm. Pour les êtres humains, il y a le grand principe d'égalité. Pour les personnes techniques, il n'y a pas le principe d'égalité. Il y avait encore un peu, il y avait beaucoup pour les associations, une distinction entre celles qui avaient la grande personnalité juridique et celles qui avaient la petite personnalité juridique, entre celles qui pouvaient être propriétaires d'immeubles et celles qui ne le pouvaient pas. Et on peut multiplier les exemples. Pour la personnalité technique, il est possible de différencier, d'aménager en fonction des situations et des entités à protéger de manière plus efficace, tandis que d'autres ne le seraient pas ou pas encore. Oui, donc ça impliquerait de toute façon des différences, et des différences aussi de traitement peut-être par rapport à aujourd'hui, ce qui est permis sur certains animaux. Mmh. Ça pourrait, mais ça serait le moyen Mm. de rendre plus efficace la protection qui aurait été décidée pour tel ou tel animaux, pour les animaux de laboratoire par exemple, pour les animaux de rente, ou pour les animaux sportifs, ou ainsi de suite. Donc ça, c'est un vaste sujet. Ah, je crois qu'on peut le dire, mais le monde animal est immense aussi, hein. Ouais. Et c'est lui qui a commencé, hein. Oui, on aurait tendance à l'oublier. Et on aurait tendance à l'oublier, hein. Alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette déclaration? Ça, c'est ma question pour terminer. Ses applications à plus grande échelle, et comment vous voyez l'avenir des animaux de manière générale, quels qu'ils soient? Alors, l'avenir de la déclaration, eh bien, il est en train de se jouer, et il va se jouer en fonction de l'adhésion qu'elle va rencontrer. Elle a déjà recueilli en 2 mois, 2 mois et demi, le soutien d'une centaine d'organisations, et françaises, mais aussi espagnoles, quelques Suisses, quelques Belges, et d'à peu près 400 personnalités impliquées dans la protection des animaux, ce qui n'est déjà pas mal, mais ce qu'on vise, c'est d'arriver à beaucoup plus, pas seulement en France, mais à peu près dans tous les pays d'Europe, au prix de traduction dans les langues nombreuses, pour attirer des fédérations, des associations de Finlande ou de Roumanie, ou des personnalités d'Allemagne ou d'Irlande ou de Grèce, pour que le socle Oui. commun soit le plus large et le plus solide possible. Et en élargissant le socle et en multipliant les adhésions, il y aura d'autant plus de chances d'exercer l'influence évoquée au début de cette discussion. Donc Ok. l'avenir, ça va dépendre de tous et de chacun et de chacune. D'accord. Et au-delà de l'Europe? Au-delà de l'Europe, on ne s'interdit rien, mais notre objectif, c'est vraiment l'Europe. C'est une déclaration qui s'appelle européenne Mhm. parce qu'elle essaie de permettre une transposition plus rapide et plus efficace à la protection des animaux de ce qui est déjà En état. en état Oui. ou en espérance Oui. dans des textes européens, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, Mhm. laquelle protège les droits de l'homme, et beaucoup de droits sont énoncés de la manière suivante: toute personne a droit à, au respect de sa vie privée, au droit de sa correspondance, etc., etc. Mais il y a 2 articles peut-être les plus importants qui protègent contre les tortures, les brutalités, les exactions, où il n'est pas question de toute personne,
le terme utilisé par la Convention européenne des droits de l'homme, articles 3 et 4, c'est nul. Nul ne peut être soumis à la torture, nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude. Eh bien, l'idée, c'est que derrière le mot nul, on peut faire entrer aussi les animaux, qu'ils soient des personnes qui n'en soient pas. Et ça aurait un intérêt colossal, puisque derrière ce nul, ça arrimerait une protection contre les souffrances les plus indicibles infligées au monde animal aussi. Alors, est-ce que vous êtes plutôt optimiste aujourd'hui face à la condition animale? Eh bien, il y a deux plans. Sur le plan de l'évolution des textes et des mentalités, je crois que les choses ont évolué à une vitesse sensationnelle. Moi, j'ai déposé mon sujet de thèse sur l'animal en droit privé en février 1977, au siècle dernier. Je ne me rappelle même plus combien d'années ça fait. Et bien de voir ce qui s'est passé du point de vue des textes et du point de vue de l'évolution des mentalités pendant toutes ces années, on ne pouvait pas prévoir que ça irait aussi vite et aussi loin. Maintenant, il reste le poids des réalités concrètes, le poids de la pression économique, culturelle, où là, il y a un mur. Et c'est un autre intérêt de la Déclaration européenne des droits de l'animal, c'est que déjà en peu de temps, on a réussi à fédérer une centaine d'associations, de fondations, et peut-être même plus d'une centaine, parce que parmi la centaine, il y en a quelques-unes qui fédèrent 200 ou 300 refuges ou fédérations. Donc, l'idée de regrouper derrière un texte qui pourrait servir d'étendard, des gens qui sont tellement divisés, qui sont d'un dévouement, d'une bonne volonté admirable. C'est un véritable trésor national, ce dévouement du monde associatif. Mais en même temps, il est tellement éparpillé que dès qu'il faut arriver aux choses sérieuses, ben ça pèse pratiquement rien. Tellement le poids des lobbies de l'agroalimentaire, pharmaceutique, et taurin ou autre est puissant et organisé. Donc l'avenir, ça dépendra un petit peu de ça, de l'aptitude à fédérer le plus possible derrière des idées communes. Vous avez vu, ce ne sont pas des affirmations provocatrices. Pas du tout. Mais de bon sens, qui sont calculées de manière à ce que ça puisse avoir un effet petit à petit. Tout à fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous en prie. Merci. Donc, Séverine Nadeau qui nous a rejoint, merci. Vous êtes doyenne donc de la faculté de droit de Limoges. J'aimerais qu'on revienne sur le dernier article de cette déclaration, l'article 14, qui est à mon sens aussi très important comme tous les articles, mais celui-ci, il parle plus particulièrement de l'éducation des enfants. Est-ce que vous pouvez donc nous en dire plus sur cet article ? Il nous a paru important en fait de rappeler que toute législation ne vaut rien finalement si on ne sensibilise pas dès le plus jeune âge à la nécessité d'améliorer la condition animale. Et donc vraiment à tout âge, c'est une sorte de formation tout au long de la vie. Donc que ce soit à la maternelle, au primaire, au collège, au lycée, à l'université, et même voilà, au-delà, même en milieu professionnel. Oui, et puis souvent les enfants, quand ils sont petits, ils ne font pas de distinction entre les animaux. Puis après, il y a cette distinction qui arrive entre le chien, le chat, et puis le cochon, la vache, qui sont autrement considérés. Donc ça, c'est vrai que c'est important justement de même peut-être les amener à aller voir ou dans des refuges ou dans des endroits que le cochon, lui aussi, il est sympa, quoi. Il n'est pas fait pour être mangé. Oui, que c'est un être vivant, que c'est un être sensible. Et d'ailleurs, c'est prévu dans la loi d'Ombreval d'intégrer dans l'enseignement moral et civique, d'intégrer cette sensibilisation au bien-être animal, au caractère sensible de l'animal. Mais ce qu'on voit dans les faits, c'est que c'est très peu mis en place et appliqué. Et donc, c'est dommage puisqu'on a un outil
Oui. qui est prévu, mais qui n'est pas véritablement appliqué sur le terrain. Et c'est pour quelle raison? C'est pas un manque de moyens? C'est certainement par manque de moyens, peut-être aussi parce qu'on a peut-être peur aussi que, en fonction de la façon dont ces questions sont amenées, ça peut être plus ou moins, voilà, je ne sais pas comment dire, comment expliquer ça? On va essayer d'être politiquement correct. Oui. Je pense que je vois votre position. Donc c'est vrai que le plus souvent, ce sont des associations de protection animale qui se proposent pour venir effectuer cette sensibilisation. Et donc il peut y avoir des craintes liées aux messages qui sont portés par certaines de ces associations, alors que le but n'est que finalement, véritablement, au contraire, d'ouvrir le champ des connaissances et surtout vraiment de sensibiliser au fait que l'on est tous des êtres vivants et que cette sensibilité des animaux, elle doit être prise en compte dans toutes les activités que l'on peut avoir avec les animaux. Et souvent, justement, on se permet de manger du cochon ou autre parce qu'il n'y a plus ce lien, il y a une coupure. Aujourd'hui, quand on va au supermarché, on achète un truc et on ne sait pas qu'il y a eu cet animal vivant derrière avec sa sensibilité. Pour moi, ça, c'est vraiment un gros problème, hein, cette coupure avec le lien. Donc, effectivement, le fait que les enfants puissent avoir ce lien avec une vache, un cochon, une poule ou que sais-je, c'est la base et c'est hyper important pour l'avenir. Oui. Alors le lien avec les animaux qui sont proches de l'homme, mais aussi le lien avec les animaux qui vivent à l'état de liberté naturelle, ça c'est très important. Que l'on comprenne qu'effectivement la biodiversité qui nous entoure, elle aussi nécessite qu'on la respecte, nécessite qu'on la protège de façon stricte, puisqu'on a des espèces protégées, des espèces qui ne peuvent pas subir de destruction, de prélèvement, qui ne doivent pas être perturbés, etc. Donc ça, c'est important. C'est vraiment tous les animaux, et pas ceux qui sont proches de l'homme, ceux aussi qui sont un peu plus éloignés, mais qu'on a vraiment besoin aussi de protéger, et qui bénéficient d'une protection un peu moindre. Parce que comme ils sont moins proches de l'homme, on part du principe qu'ils sont moins sensibles, alors ce qui est totalement faux, parce que scientifiquement, un animal qui soit finalement domestique ou domestiqué, il est tout autant sensible que s'il est sauvage. Donc, ça paraît tellement évident. Monsieur Marguerite, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette Non, partie? je crois qu'elle a tout bien dit. Je n'y attendais. Vous disiez à l'instant quand on allait dans un supermarché où il n'y avait plus le lien avec l'animal qui était vivant il y a quelque temps. Il n'y a pas le lien non plus avec les conditions dans lesquelles il a perdu la vie. Et ça, je crois que ça manque beaucoup, notamment pour les questions d'abattage rituel. Je crois que c'est ça une des premières mesures, et indépendamment de toute opinion politique et de tout engagement religieux, ça serait une des premières mesures à mettre en place que de savoir les conditions dans lesquelles l'animal dont on s'apprête, dont on se résout à consommer la chair a été abattu. Oui, et puis souvent il y a une idéalisation aussi de comment s'est passé l'abattage de l'animal, alors que pour la majeure partie des cas, ils sont même pas... Même quand il n'est pas rituel... même quand il n'est pas rituel... je crois que c'est agréable pour personne, même pas pour les animaux. Donc oui, ça c'est aussi important effectivement que ça soit... peut-être pas montré, mais en tout cas que les gens soient informés. Ils sont informés des conditions dans lesquelles ça s'est passé, parce que oui, c'est assez... il y a une espèce d'escroquerie intellectuelle quand même. Ah, tout à fait, c'est vraiment le mot. Très bien. Et bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.